Salut, je suis Sandra et je te souhaite la bienvenue sur le podcast qui va te donner envie de réaliser tes projets et même tes rêves les plus fous. Notre mission, t'apporter de l'inspiration. J'échange avec des femmes qui ont osé s'écouter. Choix de vie audacieux, parcours atypique, projets fous, elles nous dévoilent tout sans filtre. L'idée, à travers chaque épisode, c'est d'adoucir tes peurs pour les remplacer par de l'audace et de l'enthousiasme. Du mouvement, du bruit, de la fumée, laisse-toi entraîner par les locomotives. Travailleuse sociale, Magali a toujours accompagné les gens à trouver leur voie. Un métier qui demande beaucoup d'énergie, car il faut constamment être tournée vers les autres. Elle ressent alors le besoin de prendre du temps pour elle et l'envie de réaliser un rêve, partir vivre aux États-Unis. Elle part alors 1 an à San Francisco en tant que fille au pair. Elle revient ensuite en France et vit son premier retour. Émotionnellement, c'est compliqué. Elle ne trouve pas d'épaule pour se confier et se sent seule. Elle a comme l'impression d'être une étrangère chez elle. Drôle de sensation, n'est-ce pas ? La première chose qu'elle fait, c'est trouver un emploi, pour retrouver une routine de vie. Et à chaque retour en France, c'est ce qui lui permettra de rencontrer du monde et de se fixer de nouveaux objectifs. Pendant 1 an, elle exercera donc le métier de formatrice en insertion professionnelle. 1 an plus tard, elle repart. Mais cette fois, en Australie. Et de nouveau en tant que fille au pair. C'est une merveilleuse aventure qui commence, une aventure qui durera 1 an. Et vient alors son 2e retour en France. Un retour de nouveau pas si simple, et cette même sensation, la sensation d'être un outsider. Cependant, son objectif reste le même, trouver un job rapidement et faire avancer sa carrière. Le deal avec elle-même à chaque retour, c'est reprendre un job et construire son parcours professionnel. Mais ce n'est pas terminé. Elle repart ensuite en Australie pour 1 an de nouveau. Elle retourne dans son ancienne famille pour y vivre et trouve des jobs en parallèle. Elle travaille pour se payer les voyages de ses rêves. Elle part donc ensuite 4 mois pour visiter l'Australie, faire le trek de l'Everest au Népal, découvrir la Nouvelle-Zélande et visiter la Polynésie française. Puis vient le 3e retour en France. Un retour juste avant le premier confinement. Cette fois-ci, elle avait trouvé un job avant même de rentrer. Mais elle décide de lancer son projet et crée Voyage Emploi Retour en France. Depuis septembre, elle accompagne les expatriés et les voyageurs qui sont de retour en France, pour les aider sur 2 axes, mieux vivre le retour et rebondir professionnellement. Elle accompagne et échange avec des personnes résidant aux 4 coins du monde. Elle s'est autorisée à rêver et à partir, mais il a été aussi très important de bien préparer ses retours. Et pour cela, elle met à disposition son expérience et son expertise. Salut Magali! Bonjour Sandra! Comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Très très bien. Magali, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Oui, alors je suis Magali, j'ai 31 ans et je suis originaire d'une petite ville qui s'appelle Saint-Quentin, dans l'Aisne. Ça se situe entre Lille et Paris euh, et je suis passionnée de voyage et de développement personnel. Et d'ailleurs, tu as un parcours complètement atypique. Effectivement, tu as beaucoup voyagé et ces voyages, et notamment ces retours à la réalité, donc ces retours en France, t'ont permis de réaliser le projet que tu as réalisé il y a quelques mois. Donc avant de nous parler de ce beau projet, est-ce que tu peux nous raconter ton parcours de vie, tes voyages, comment ça s'est passé? On a envie d'en savoir plus. Ouais, alors en fait j'ai commencé à voyager au moment de mes études un peu. Et puis quand j'ai commencé à travailler, donc moi je suis travailleur social, quand j'ai commencé à travailler en fait à chaque vacances, je partais en voyage avec mes sœurs. Et puis ben c'est tout, mes sœurs elles ont fait leur vie, elles ont eu des enfants et elles étaient plus en mesure de partir avec moi. Et donc du coup, ben, je me suis retrouvée en mode est-ce que est-ce que je voyage toute seule ou est-ce que ben c'est tout, il faut absolument que je trouve quelqu'un pour voyager avec moi. Et donc du coup ben peut-être pas écouter mes envies et mes besoins de voyage, mais plutôt trouver quelqu'un qui vienne avec moi. Je me permets de te couper, Ouais, Magali, quand même.
Mais tu nous parles, tu omets de nous parler de quelque chose qui est quand même important. C'est que tu as fait beaucoup de basket quand tu étais toute jeune. Oui. Et tu étais plutôt douée, a priori, et ça t'a, de base, toute jeune, amené à beaucoup voyager, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors moi, mon enfance, elle a vraiment été tournée vers le sport et donc j'ai toujours joué au basket en étant plus jeune. Pendant à peu près 15 ans, j'ai été sur les routes tous les week-ends à aller faire des matchs de basket à droite à gauche. Et puis oui, c'est comme ça que j'ai commencé à découvrir la France et puis à voyager un petit peu avec mes parents. Mais c'est vrai qu'après, en grandissant, je suis partie un peu plus loin, toujours plus loin. Donc oui, voilà comment c'est né un petit peu l'envie de voyager, de découvrir le monde. Euh, et puis voilà, Oui. après, au fil du temps, je suis partie toute seule en fait. Et alors, est-ce que tu peux nous expliquer donc le travail que tu faisais en France, et à quel moment tu as décidé de partir seule, donc nous raconter un peu bah, ces voyages, ton travail, ces retours en France à chaque fois, voilà, tout nous expliquer. Donc en fait, moi à la base, je suis travailleur social. J'ai toujours accompagné les personnes pour trouver leur voie, pour trouver un emploi, pour faire tout ce qui est CV, lettre de motivation, trouver une formation. Enfin voilà, j'ai toujours travaillé dans l'insertion sociale et professionnelle et j'adore ce que je fais. Mais c'est un métier qui nous demande énormément d'énergie en fait et on est toujours tourné vers les autres. Et moi, à un moment donné, j'avais besoin de temps pour moi et de m'enrichir moi en fait. Et du coup, donc en 2014, j'ai quitté mon job et je suis partie en tant que jeune fille au pair aux États-Unis. Pourquoi là-bas et pourquoi ce programme? Parce qu'en fait, ça faisait très longtemps que je voulais partir à l'étranger, mais j'avais peur, je savais pas par où commencer, je savais pas comment partir. Et donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que moi, je voulais surtout aller aux États-Unis dans un premier temps. Et donc, bah, je me suis renseignée un petit peu des solutions les plus simples pour partir aux États-Unis. Et donc, le programme de jeune fille au pair est quand même assez facile. Et donc, c'est comme ça que je me suis lancée dans ma première aventure d'1 an à San Francisco. Et comment ça s'est passé, cette aventure? Être fille au père, c'est quelque chose qui m'a toujours attirée et je suis hyper curieuse de savoir comment ça se passe, le fait d'arriver dans une famille qu'on connaît pas. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu? Ouais, alors en fait, le principe d'être jeune fille au pair, c'est de vivre dans une famille et en même temps, donc d'être logé, nourri et en fait, en même temps, de s'occuper des enfants. Donc c'est un C'est peu ça. un échange avec la famille, même si on a quand même chaque semaine un petit peu d'argent de poche en fait. Moi, en fait, comme j'ai été entraîneur de basket en étant plus jeune, c'est vrai que j'ai toujours été très active dans les associations où j'ai joué. Donc, donc j'avais déjà ce contact avec les enfants. Euh, et c'est comme ça enfin, que je suis arrivée à faire ça. Après, comment ça s'est passé moi dans cette famille? Donc, je vivais à San Francisco, donc vraiment top. Je pouvais pas rêver mieux. Ça, c'est génial. La ville, elle est vraiment extraordinaire. Enfin, la Californie, c'est top. C'est magnifique. Il y a énormément de choses à faire. Le climat est vraiment sympa. Après, malheureusement, dans cette famille, ce qui s'est passé, c'est que, en fait, et ça a été très, très difficile pour moi à l'accepter au début, c'est que j'étais un petit peu considérée comme une employée et moi, je venais pas du tout pour ça. Ah oui, d'accord. Je venais pour un réel échange culturel, familial, ouais, un échange en fait, vraiment faire partie de la famille. Et ouais, j'étais vraiment plus considérée comme une employée, même si ça s'est bien passé dans le fond, hein. Je me suis jamais dit je vais rentrer, je vais quitter, etc. Mais c'était quand même humainement, c'était pas pas ouf quoi. Ouais, c'était pas ce à quoi tu t'attendais. Tu t'attendais vraiment à partager la vie de la famille au quotidien. Et effectivement, c'est un peu dommage. Et surtout que c'est souvent le cas, en fait, hein, j'ai l'impression. Il y a beaucoup de familles qui considèrent vraiment la fille au père comme faisant partie de la famille, en fait. Bah, après, moi, j'ai été jeune fille au pair en Australie et là, ça a été l'inverse complètement. Ça veut dire que je faisais vraiment partie de la famille. On allait au restaurant ensemble, ils m'emmenaient en vacances. Je faisais vraiment, enfin, les réunions de famille, j'y allais avec eux. Je suis toujours restée en contact avec eux. Là, 3 ans après, je suis toujours en contact avec eux. On s'écrit presque toutes les semaines. Ça, c'est génial. Ouais. Et d'ailleurs, donc, avant de nous parler de l'Australie, donc tu passes 1 an à San Francisco en tant que fille au père. Mhm. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Et ben ensuite, c'est la fin du visa et du coup, je rentre et je vis mon premier retour en France, qui est très très compliqué, même si je suis partie qu'1 an finalement.
Je rentre, je suis vraiment, émotionnellement, c'est très compliqué. J'ai pas forcément une écoute, enfin voilà, même si ma famille, elle est très aimante, on est très famille et cetera. Ben, quelqu'un qui n'a pas vécu le départ à l'étranger, vivre à l'étranger et rentrer en France, ne comprend pas forcément, en fait, l'état d'esprit dans lequel on rentre. Et oui, j'ai pas eu cette écoute-là au moment où je suis rentrée, je me suis sentie vraiment seule. Et donc du coup, en fait, à l'époque, j'étais rentrée chez mes parents et je me suis vraiment sentie comme une étrangère chez moi. Et ça, c'était très Ouais. à ressentir ça, en fait. Ouais, bien sûr, mais c'est souvent le cas, hein, et d'ailleurs, bah, on va en parler un peu plus tout à l'heure par rapport au projet que tu as mis en place, mais c'est souvent le cas, effectivement, même, tu vois, après, quand tu pars 2 semaines en vacances super loin de là où tu habites, quand tu reviens, tu es complètement dépaysé. Donc c'est pas pareil, parce que tu sais que tu retrouves ton travail, tu es juste parti en vacances. Alors je peux imaginer le fait de tout quitter pour partir vivre à l'étranger puis revenir. Je comprends tout à fait ce que tu dis, le fait d'être un étranger et de ne plus trop savoir par où commencer, qu'est-ce que je fais, comment je le fais, comment on va accepter mon trou, entre guillemets trou, parce que tu as certains employeurs qui voient ça comme un trou dans un CV, alors que c'est une expérience de vie énorme et que ça apporte finalement énormément à la personne. Donc comment ça se passe? Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as trouvé un travail? Alors, en fait, moi, ce qui m'a sauvée à chaque fois que je suis rentrée, c'est vraiment de trouver un travail rapidement, parce que du coup, l'emploi, ça permet quand même de retrouver une routine, de parce que c'est vrai que, bah, les premières semaines, on est déjà dans ce décalage horaire, mais aussi dans ce décalage, de vie finalement. Et donc du coup, c'est vrai que le travail, ça permet de reprendre une routine, se fixer des nouveaux objectifs, d'avoir une place aussi dans la société en France finalement, de rencontrer du monde au quotidien. Et c'est vrai que moi, à chaque fois, ça m'a vraiment sauvée de retrouver un job rapidement. Et donc du coup, ouais, moi, j'ai repris un job au bout de 2 mois en tant que formatrice en insertion professionnelle dans un centre de formation. Et ensuite, tu es reparti? Et donc, j'ai fait ça pendant 1 an. Et ensuite, j'ai fait ma demande de PVT pour partir en Australie. Et donc, je suis partie en Australie pour 1 an. Et donc, ce que j'avais fait pour mon arrivée en Australie, c'est parce que comme c'est super loin comme pays et que je savais pas si ça allait me plaire, je connaissais pas du tout le pays, je me suis dit, je vais chercher une famille d'accueil pour être jeune fille au père dans mes premiers mois. Comme ça, quand je vais arriver, j'aurai déjà un logement, un travail avec un petit peu d'argent et ça me laissera le temps de rebondir et de retrouver un autre job ou de planifier un voyage en Australie. Et donc, du coup, j'ai commencé à chercher une famille depuis la France. J'ai trouvé. Et donc, je suis arrivée. Et donc, du coup, ils m'attendaient à l'aéroport. Et c'est comme ça que mon aventure en Australie a commencé. Et puis, bah, ça s'est super bien passé. Et tu es resté combien de temps en Australie? Donc, cette fois-ci, je suis restée 1 an où, du coup, j'ai voyagé et travaillé. Et puis, c'était la fin de mon premier visa de PVT en Australie. Et donc, du coup, je suis de nouveau rentrée en France et j'ai vécu mon deuxième retour en France. Est-ce qu'il s'est mieux passé que le premier? Il s'est mieux passé que le premier, mais quand même, euh, tu sais, quand tu as un poids un petit peu qui, tu vois, qui te gêne et que ben, j'avais quand même encore ce poids. euh, et puis finalement, bah voilà, c'était pas un retour voulu, mais en même temps, ben, je pouvais pas rester là-bas parce que c'était la fin du visa. Euh, donc c'est toujours un peu le truc où t'es le cul entre deux chaises, tu vois. C'est bien de Ouais. rentrer parce que t'as ta famille, parce que moi j'ai des neveux et nièces en plus, tu vois, donc et je suis très très proche de mes neveux et nièces, donc ben t'as envie de rentrer, t'as envie de voir ta famille, t'as envie de profiter et en même temps bah t'es bien à l'étranger, t'as plein de choses à faire, plein de choses à voir, tu t'ennuies jamais et donc du coup t'es toujours dans ce truc de dire bon ben j'y vais, je rentre pas, je reste ici, enfin c'est ouais, c'est tout un processus et même, je pense émotionnellement, ça prend beaucoup de place, ça prend beaucoup d'énergie aussi de toujours se questionner de: «Qu'est-ce que je fais? Je rentre pas?» Mais tu as quand même eu la volonté de trouver de nouveau un emploi dès ce retour. Oui, alors parce que moi, en fait, je me suis toujours fixé cet objectif avec moi-même et je me suis toujours dit ça: «Pars si tu veux partir parce que ça te fait plaisir, parce que tu es aventurière, curieuse et cetera». Mais je me suis toujours dit: «Quand tu rentres, tu dois retrouver un job en France» parce que moi, je voulais aussi faire avancer ma carrière, en fait. Parce que j'adore mon métier, mais je suis bien consciente aussi que quand je pars 1 an à l'étranger, ben,
tout continue à avancer en France, les lois, elles évoluent, les nouveaux dispositifs d'insertion évoluent, etc. Et moi, quand je pars, je perds tout. Et donc, Oui, enfin, pas je perds tout, tu vois, parce que le socle de connaissances est là, mais comme tout évolue, ben, ça prend du temps de se remettre à jour sur tout ce qui existe. Mais donc, du coup, ma volonté, c'était vraiment ça, c'était de me faire plaisir et de m'autoriser à partir parce que j'en avais envie. Mais aussi bien, quand je rentre, le deal avec moi-même, c'était vraiment tu reprends un job pour faire avancer ta carrière, avoir des nouvelles compétences, une nouvelle expérience et construire, en fait, mon parcours professionnel. oui, 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 bien sûr. Et c'est hyper intelligent de ta part de t'être fixé cet objectif à chaque fois. Et donc, du coup, là, j'ai travaillé, quand je suis rentrée à mon deuxième retour en France, j'ai travaillé pendant 1 an en tant que conseillère en insertion professionnelle dans une mission locale. Donc, encore une mission un petit peu différente, dans une structure différente. Et c'était ça que j'aimais bien aussi, moi, c'était d'aller travailler dans différentes structures pour voir un petit peu comment ça fonctionnait dans les différentes structures et travailler avec différents publics aussi. Et donc là, t'as retravaillé combien de temps en France? Un petit peu moins d'1 an. Un petit peu moins d'un an, et t'as craqué de nouveau. Et du coup, bah, en fait, étant donné que pendant ma première année, j'avais travaillé dans des fermes en Australie, j'avais eu droit en fait à postuler pour un deuxième PVT en Australie. Donc du coup, je l'ai fait. Et puis, dans la foulée, une fois que j'ai eu mon visa, je suis retournée en Australie pour 1 an pour mon deuxième PVT. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que du coup, je suis retournée dans cette famille-là parce que ben, j'avais ma chambre, j'avais laissé mes affaires là-bas un peu. Euh, et donc, je travaillais pas du tout pour eux, je vivais avec eux, en fait. Et puis, en parallèle, ben, j'ai cherché des jobs. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai travaillé pendant 7 ou 8 mois à peu près. J'ai travaillé principalement en restauration et j'ai travaillé dans des écoles en tant qu'éducatrice. Et puis, j'ai fait des babysitting à droite à gauche aussi. Et puis, en fait, après ça, ben, j'ai voyagé pendant à peu près 4 mois. C'est génial ça. Ouais. Et- En fait, en fait, j'avais des destinations qui étaient un petit peu, c'était assez coûteux et du coup, je savais que je devais beaucoup travailler pour pouvoir me faire plaisir et visiter ces destinations-là. Du coup, c'est pour ça que j'avais fait le choix de voyager, de travailler pendant 8 mois pour ensuite pouvoir voyager. Et donc, de quelle destination tu parles? Alors, j'ai fait, donc c'est vrai que déjà, j'ai fait presque toute l'Australie. L'Australie, c'est super cher. Les activités, tout est cher. Euh, mais du coup, je voulais aussi me faire plaisir. Donc, j'ai vraiment fait toute l'Australie déjà. Après, ce que j'ai fait, c'est que je suis partie au Népal. En fait, je voulais faire une aventure un peu extraordinaire avant d'avoir 30 ans. Et donc, je me suis offert d'aller faire le trek de l'Everest au Népal. Et puis, j'ai passé quelques semaines au Népal aussi. Oh, ça doit être incroyable, hein. Et puis, ouais, c'était vraiment ouf. C'est vraiment une aventure à part entière. Ah, Et j'en doute puis, pas. à la suite de ça, je suis retournée en Australie un petit peu pour faire les fêtes en Australie. Et puis, j'ai enchaîné avec un road trip en Nouvelle-Zélande. Et je suis partie aussi en Polynésie parce que la Polynésie, du coup, c'est vraiment proche. Et les vols, en fait, sont directs et sont vraiment pas très chers depuis Auckland en Nouvelle-Zélande. Du coup, bah, j'en ai profité pour aller en Polynésie. Et puis après, je suis rentrée. Tu t'es bien fait plaisir, mais plaisir mérité puisque comme tu le disais, tu as bossé à fond pour obtenir ce budget en poche et réaliser ces voyages extraordinaires. Ouais, Et donc tu retournes de nouveau en France, donc le troisième retour. ouais. Comment se passe ce troisième retour? Alors, ce troisième retour, c'était il y a un petit peu plus d'1 an, donc c'est quand même assez récent, on va dire. Je suis rentrée juste avant qu'on soit confiné en France, donc c'est pareil, hein, je suis rentrée dans une atmosphère un peu bizarre. Ce qui s'est passé pour ce troisième retour, c'est que cette fois-ci, j'avais trouvé un job avant de rentrer. En fait, j'avais fait quelques démarches depuis l'étranger. J'avais dit que je rentrais le temps et puis que j'étais à la recherche d'un emploi et puis j'ai trouvé avant de rentrer. Donc, je me suis toujours laissé ça, c'est quelque chose que je fais tout le temps. Je me laisse un laps de temps entre mon retour vraiment physique en France et mon retour au travail parce que j'ai toujours ce besoin de m'adapter, de prendre du temps pour moi. Et donc, je suis retournée au travail au bout de 3 semaines. Et puis, donc, j'ai travaillé en structure pendant 6 mois à peu près, ce qui m'a permis de remettre à jour toutes mes connaissances, de travailler dans une structure, enfin, compléter mon parcours. Et puis, à la suite de ces 6 mois, j'ai commencé à développer mon projet d'entreprise actuel. En voyageant autant et en à chaque fois vivant ces fameux retours en France, tu as analysé, on va dire, une problématique qui est, je pense,
universelle, c'est lorsque tu pars pour voyager et que tu reviens dans ton pays, quand tu reviens chez toi, il y a cette petite sensation d'inconfort, t'as l'impression d'être un outsider, tu sais plus trop quoi faire, comment faire, t'as l'impression qu'on va te juger d'être parti un an, pour trouver du travail, ça va être un peu plus compliqué. Et donc, par rapport à ça, tu as lancé un projet et je te laisse l'introduire. Voilà, donc j'ai créé une entreprise qui s'appelle Voyage Emploi Retour en France. Et en fait, j'accompagne les expatriés et les voyageurs qui sont de retour en France. Et du coup, l'objectif, c'est de les aider sur deux axes. Mieux vivre le retour parce que ben, je sais que c'est des périodes difficiles. Mais c'est vrai que moi, par exemple, au moment de mon retour, ben, comme je disais, j'ai pas eu forcément cet interlocuteur ou cette oreille pour m'écouter. Et c'est vrai que je crée par exemple des cercles de parole pour qu'on puisse se retrouver entre expats ou voyageurs qui rentrent et pour pouvoir avoir cet échange, pour pouvoir avoir cette écoute, ces conseils, cette entraide-là. Et je trouve que c'est quelque chose qui manque. Donc j'ai créé voilà ces espaces de parole et donc j'accompagne dans ce sens. Et puis sur un deuxième volet, j'accompagne plutôt sur tout ce qui est rebondir professionnellement au moment du retour parce que du coup bah, c'est mon cœur de métier. C'est un métier que j'adore et puis ben encore mieux conseiller les expats qui rentrent, c'est vraiment ben voilà c'est vraiment l'idéal pour moi de pouvoir travailler avec ces personnes-là parce que c'est vraiment riche en fait de découvrir les différents profils des personnes, ce que les personnes elles ont fait à l'étranger, comment elles ont réussi parce que bien souvent il y a eu plusieurs expatriations, comment elles ont réussi à rebondir d'une expatriation à l'autre. Je trouve que c'est vraiment super intéressant. Chaque rencontre c'est vraiment du bonheur pour moi parce que c'est toujours une surprise en fait. J'ai toujours comme si j'ouvrais un paquet cadeau et hop, qu'est-ce qu'elle va me raconter cette personne? J'ai des personnes qui m'appellent, par exemple, ben, aujourd'hui je suis à Vancouver. Demain, je vais parler avec une dame qui est à Cuba. Le lendemain, je vais parler avec quelqu'un qui est à Londres. Le jour Ah, d'après, j'ai quelqu'un qui est au Qatar et c'est génial quoi. Et les échanges qu'on peut avoir, enfin bien souvent, j'ai des personnes qui finissent le rendez-vous par si tu devrais trop venir, viens dans telle ville, viens visiter cette ville-là et puis prêt à donner des conseils aussi. Donc c'est vraiment un échange en fait. Et c'est ça que j'aime bien dans ce que je fais, dans ce que je fais maintenant. et comment ça se passe concrètement? Quelles sont les majeures, je réutilise ce terme, mais les majeures problématiques que ces personnes rencontrent? Pourquoi est-ce qu'elles te sollicitent en général? Parce que ben bien souvent elles sont restées très longtemps à l'étranger, donc 10 ans par exemple à l'étranger, et donc je rentre en France, mais par exemple tout simplement comment je fais mon CV en France pour que ce soit cohérent. Parce que ben la recherche d'emploi d'un pays à l'autre, on fonctionne pas de la même manière, et donc du coup moi c'est ce que je dis aussi qui est très important, c'est adapter sa recherche à la méthode française, parce que ben sinon en fait à chaque candidature qu'on va envoyer on va être à côté, et c'est dommage parce que tous ces profils-là c'est des profils uniques. Enfin, tout le monde a quelque chose vraiment de précieux à apporter à une entreprise, mais on peut passer à côté de ça parce que les outils sont pas bien travaillés, par exemple. C'est certain. Les problématiques, ça va être ça va être de bien comprendre comment on fonctionne pour sa recherche d'emploi en France. Ça va être aussi échanger sur toute la partie émotionnelle, même si c'est moins mathématique, mais étant donné que je l'ai vécu 3 fois, je peux quand même apporter des éléments. Tout ce qui est comment je me reloge au moment du retour. Ça, c'est une question qui est vraiment super importante aussi. Donc c'est vrai que moi, ma thématique, c'est l'emploi parce que c'est mon cœur de métier depuis toujours, mais je m'entoure aussi de partenaires vers qui je peux renvoyer aussi les personnes que j'accompagne pour avoir un service de qualité ou une information de qualité, toujours dans le but de faire avancer les personnes plus facilement et plus sereinement au moment de leur retour. Et d'ailleurs, comment est-ce que tu te reloges quand tu dois retrouver, effectivement, retourner dans ton pays d'origine et que tu dois trouver une maison, un appartement à distance? Comment ça se passe? Alors, il y a plusieurs solutions. La solution de la famille, c'est quand même une solution qui est très précieuse, Eh oui. même si elle est pas toujours réalisable, mais en tout cas, c'est la première solution qui existe. Après, le fait d'avoir un contrat de travail français, en fait, moi, j'accompagne surtout les personnes dans le sens de, on prépare et on anticipe le retour, donc je les accompagne bien souvent quand elles sont encore à l'étranger, et parfois, on arrive à trouver un emploi avant de rentrer. Et donc là, on sécurise tout. Et donc du coup, ce qui se passe, c'est que quand tu as un contrat de travail français, tu peux
bénéficier de ce qu'on appelle le Mobilipass. C'est une aide financière pour t'aider dans tes démarches de recherche de logement et de déménagement. Et donc, du coup, ça peut aider, mais c'est vraiment sous réserve d'avoir un contrat de travail français. Après, sinon, ce qu'on appelle, bien souvent, on arrive à avoir du Airbnb au début pour passer sur pour les quelques semaines d'arrivée. Et puis après, une fois qu'on a signé notre contrat de travail, bah là, on passe sur un logement parce que du coup, comme on a notre contrat de travail et nos fiches de paye, on peut trouver un Et logement oui. beaucoup plus facilement, quoi. Et en général, ce sont des Français qui te sollicitent ou tu as aussi des étrangers qui souhaitent venir vivre en France? Principalement des Français à ce jour. Des Français, ok. Et où est-ce que, je pense à ça, hein, question logistique, qu'est-ce qu'ils font de leurs meubles? Ils partent et ils rachètent tout ou ils le stockent quelque part? Bah, il y a de tout. Il y a des personnes qui en profitent dans cette transition de vie pour faire du tri et pour garder que ce qu'il y a vraiment de précieux. Donc ils vont rentrer avec leurs quelques affaires et puis laisser tout sur place, vendre tout sur place. Et puis il y a des personnes qui ont quand même envie de rentrer avec des affaires et qui font un déménagement, qui mettent des affaires dans un conteneur et puis voilà. Ouais, c'est intéressant. Mais tu vois, il y a plein d'aspects comme ça, super logistiques, de tips, des super conseils à savoir. Et là-dessus, en fait, tu proposes pardon, vraiment un accompagnement 360. Et c'est super ce que tu fais, je trouve. C'est hyper important. Surtout aujourd'hui, on est vraiment amené à bouger de plus en plus, à vivre à l'autre bout du monde. Mais on a aussi parfois envie de revenir. Donc c'est super. Je trouve que c'est un super accompagnement. Et je me demandais, comme tu accompagnes au quotidien des personnes qui se trouvent partout, en fait, partout dans Ouais. le monde. Pourquoi toi tu es en France alors que tu aimes autant voyager? Est-ce que c'est le Covid qui te freine ou et tu prévois de partir travailler à l'autre bout du monde puisque de toute façon tes accompagnements sont en visio, tu peux Mm, travailler de là où tu as envie finalement. mm. Ouais. Du coup, en fait, déjà ma création d'entreprise, moi je voulais être en France pour créer mon entreprise, pour développer mon activité, parce que je trouve que c'est super important d'être là sur place. Enfin, on a pas mal de démarches administratives à faire. Je me voyais mal faire ça depuis l'étranger. Euh, donc voilà. Après, ma création d'entreprise, elle a pris beaucoup plus de temps que ce que je pensais en fait. Donc déjà, il y a eu ce critère-là à prendre en compte. Et ensuite, c'est vrai que voilà, avec ce contexte sanitaire, je me vois pas forcément me promener avec mon ordinateur et aller voyager. Enfin, je trouve que c'est pas des conditions idéales pour se déplacer. Donc oui, je serais amenée à revoyager, mais là pour l'instant, je suis plutôt concentrée sur le développement de mon activité et ouais, je me dis une chose à la fois. Mais oui, c'est vrai que la manière dont je procède et le fait que je fonctionne que à distance, ça facilite quand même les choses. Après, moi, ce que j'aimerais dans un futur proche, ce serait de pouvoir aller rencontrer les communautés de Français directement à l'étranger. Ouais, ça serait incroyable. Ce serait génial pour moi de les rencontrer directement sur place, de pouvoir échanger avec ces personnes. Euh, Ça, ce serait vraiment un beau projet pour 2022, par exemple. Ouais, complètement. Ça serait top. Bah, je nous souhaite à tous que ce foutu Covid nous fiche la paix et qu'on puisse avoir un peu plus de liberté. Ça serait génial. Et que tu puisses rencontrer les personnes que tu accompagnes. Ça serait fou, quoi. Ça serait vraiment énorme. Bah ouais, ce serait bien. Bon, après, de toute façon, là, tu vois, moi, je suis sur un territoire en ce moment, je fais partie des régions qui sont confinées. Donc, bon, pour l'instant, de toute façon, c'est réglé. Pour moi, il n'y aura pas de voyage Oui, ici. bah, tout à fait. Oui. Mais tu sais, ici, c'est pareil. Je te rassure, nous sommes confinés. Donc, on est dans le même bateau. Hum. Qu'est-ce que tu conseillerais? Il y a beaucoup de personnes qui aimeraient être expatriées, qui aimeraient tenter une expérience à l'étranger, mais qui justement ont peur de ce fameux retour en France. Alors, qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour les rassurer et leur dire quel conseil t'aurais à donner, en gros, pour leur dire non mais je sais pas, est-ce qu'il faut le faire pour enlever, adoucir les peurs qu'ils pourraient avoir. Alors, déjà, moi, je conseillerais, si on a une envie de partir, je conseille vraiment dans un premier temps, déjà d'écouter en fait ses envies, dans le sens où si c'est quelque chose que tu as envie de réaliser, en fait, tant que tu l'auras pas fait, ça restera là. Et je pense que si c'est une envie, il faut tout simplement passer à l'action
et se faire plaisir aussi et écouter ses besoins. Euh, c'est pas anodin hein, quand on ressent à l'intérieur de soi qu'il faut partir en voyage, qu'il faut partir marcher, qu'il faut partir explorer tel ou tel lieu. Voilà, faut se laisser, comme moi je l'ai fait en fait, je me suis autorisée à rêver et puis à partir. Ça peut être que du positif de toute façon. C'est mon point de vue à moi. Et après, en fait, moi, ce que j'ai juste envie de dire, c'est on prépare toujours nos départs. Tout, quoi qu'il arrive, même si on part en voyage, par exemple, 2 semaines, on le prépare. On va acheter un billet d'avion, on va se renseigner, on va. Une expatriation se prépare aussi. Et ben, idem. En fait, moi, ce que j'invite les personnes à faire, c'est à anticiper, à préparer un minimum leur retour. C'est vrai que quand on prépare, on peut pas tout anticiper, on peut pas tout maîtriser, mais c'est vrai que c'est quand même rassurant de se dire une fois que je suis en France, ok, bah, je sais que je dois mettre en place telle ou telle action pour mettre en place ma recherche d'emploi. Je sais que telle ou telle personne peuvent m'aider dans ce sens. Je sais que si j'ai besoin de faire une demande de indemnisation Pôle emploi ou de RSA, je m'oriente vers telle ou telle personne. Donc, il faut juste le préparer ce retour et puis se préparer aussi bien sur l'aspect bah, démarche qu'il va y avoir à effectuer, mais aussi sur l'aspect, je pense, psychologique, parce que voilà, il peut y avoir des petites turbulences à un moment donné, mais en tout cas, c'est réalisable et chaque retour est différent. Il y a des personnes qui vivent très bien leur retour. Il faut être aussi dans un mood un peu positif parce que oui, ça peut très bien se passer. Enfin, je prends mon cas, je suis rentrée 3 fois et en un mois et demi, j'étais au travail, quoi. Donc, C'est hyper rassurant. En fait, ton expérience, elle est hyper rassurante. D'entendre ça, c'est hyper inspirant, c'est hyper rassurant. Et tu as raison de dire qu'il faut préparer, que ce soit le départ ou le retour, il faut le préparer un minimum, juste pour être rassuré au mieux dans ses baskets et avoir le meilleur des moods, un mood positif pour faire tout ça en douceur et dans les bonnes conditions. parce qu'après, finalement, dans n'importe quel champ de la vie, peu importe la thématique, le domaine, on a beau se préparer, on ne sait jamais si ça va fonctionner. C'est Euh, vrai. donc, je pense qu'il faut aussi se laisser porter. Et puis, oui, il y a cette partie de préparation, mais aussi, moi, c'est ce que je dis toujours, c'est laisse-toi vivre ce retour. Parce que ben, c'est en le vivant que tu vas ressentir les choses, que tu vas te dire, oui, ça me convient, je suis bien ici, je suis à ma place, ou non, bah là, il y a quelque chose qui vient me chagriner, il y a quelque chose qui me dérange, mais peut-être qu'avec le temps, ça peut s'améliorer. Enfin voilà, mais tout est changement de toute façon dans la vie, donc Oui, on peut jamais tout prévoir et il y a beaucoup de surprises, donc tu as raison, il y a une marge où il faut se laisser porter, accepter aussi, accepter en fait, qu'on peut pas tout contrôler non plus, c'est tout à fait vrai. Est-ce que d'ailleurs, bah, je rebondis sur ce petit conseil, est-ce que tu aurais un autre conseil qui te tient à cœur et que tu donnes souvent hein, dans la vie de tous les jours, que ce soit surtout pour oser réaliser ses rêves, ses projets, etc. Ou une phrase peut-être qui te tient à cœur? euh, je vais plutôt partager ma philosophie de vie. Ça répond peut-être pas trop bien à ta question, mais en fait, moi, je me suis beaucoup questionnée. J'ai toujours été beaucoup dans les doutes. Par exemple, pour ma première aventure à l'étranger, j'ai attendu mais des mois avant de partir parce que j'avais peur. Donc moi, j'étais beaucoup dans la peur et j'étais le genre de nana qui avait besoin d'être rassurée. Et en fait, ma question que je me suis toujours posée à moi-même, c'est est-ce que tu peux passer à côté de ça? Donc, en l'occurrence, à l'époque, c'était est-ce que tu peux passer à côté d'une année de jeune fille au père aux US? Et la réponse était clairement non. Et donc, du coup, c'est tout, bah, il y avait plus qu'à y aller, quoi. Ouais, c'est vrai. Et ça a été, et c'est ce que je me dis toujours. Ça, c'est quand je suis en période de doute, de questionnement, etc. C'est ma question. Est-ce que moi, Magali, je suis prête à passer à côté de ça? Ben non, pas du tout. Je suis pas prête à passer à côté de mon projet d'entreprise actuel. Même si je l'ai repoussé c'est un projet que j'ai depuis au moins 2018. Mais je savais pas comment me lancer, je savais pas quoi dire, je savais pas par où commencer. Puis ça me faisait peur tout simplement parce que moi j'ai toujours été salariée et passer du statut de salarié à entrepreneur, bah, c'est pas évident. Et donc idem, est-ce que je suis prête à passer à côté de ça au vu de tout ce que j'ai à partager? Est-ce que je suis prête à passer à côté de ça? Et aussi au vu de comment je sais, parce que je le ressens, comment je peux m'éclater dans cette activité? La réponse a été clairement non, je peux pas passer à côté de ça. Et donc du coup, ben,
Mais elle est top ta réponse. C'est un super conseil, et c'est une superbe philosophie de vie. Et je te rejoins vachement là-dessus, puisque moi souvent je me pose la question, le jour où j'ai, je sais pas, 70 ans par exemple, Ouais. et que je regarde en arrière, que je regarde ce que j'ai fait, est-ce que ce choix-là, le choix que je me pose aujourd'hui, donc sur X ou X choses, hein, est-ce que quand j'aurai 70 ans, je me dirais merde, j'aurais dû le faire Mm. ou pas? Tu Ouais. vois, je me positionne comme ça pour essayer d'analyser l'importance de cette envie que je ressens. Ouais, bah, moi je trouve que du coup ça m'a toujours beaucoup aidé. Donc moi je suis vraiment quelqu'un qui est, même si c'est très bizarre, mais même si je suis quelqu'un souvent qui, je me questionne, je suis dans la peur, dans le doute, bah finalement j'arrive à passer dans l'action. Et c'est ce que je dis toujours, euh, c'est en fait en passant à l'action que je fais taire mes peurs. Bah oui, mais bien sûr, parce que le fait de passer à l'action, on se rend compte que le mur invisible qu'on s'était construit de peur, de doute, de c'est impossible, de je ne sais quoi, n'existe pas. Et quand tu passes à l'action, bah, l'action entraîne l'action, donc ça t'entreprend d'autres choses. Et finalement, tu te rends compte que bah voilà, t'y es déjà, t'es en train de le faire, et que c'était pas si difficile que ça. Et, et après, si j'ai autre chose à partager, et je trouve que c'est toujours, je pense que ça aide beaucoup. euh, c'est vrai qu'on n'a pas de résultat dans la vie qui est presque immédiat. Moi, ce que je dis toujours, c'est je compare par exemple mon projet de création d'entreprise ou même une recherche d'emploi à mon parcours dans l'Everest, dans le sens où, bah voilà, c'est pas en une journée que j'arrive en haut de l'Everest. Non, c'est la somme de tous les pas que j'ai fait pendant les 7 jours de marche qui me permet d'arriver là-haut. Et donc, c'est la même chose, en fait, dans ma création d'entreprise ou dans une recherche d'emploi. C'est la somme de toutes les petites graines que je vais poser au quotidien, même la plus petite possible, hein. Même, ouais, vraiment, j'ai parlé à quelqu'un aujourd'hui, j'ai planté une graine. J'ai fait un post Instagram aujourd'hui, j'ai planté une graine. Euh, j'ai partagé un article quelque part aujourd'hui, j'ai planté une graine. J'ai fait ce podcast aujourd'hui, j'ai planté une graine. Et donc, pareil pour la recherche d'emploi, par exemple, bah, c'est à force de tous les jours ou tous les 2 jours donner une candidature ou parler à quelqu'un de ma recherche d'emploi qui me permet, dans un mois, dans 2 mois ou dans 3 mois, de faire avancer mon projet et de faire naître quelque chose, en fait, et d'aboutir à mes objectifs de ben, créer mon entreprise, de arriver en haut de l'Everest ou de obtenir le poste idéal pour moi. Et Ouais, donc, c'est super. ouais, c'est vraiment la somme de tout ce que je fais au quotidien qui me permet de réussir demain. C'est tout à fait vrai. C'est très important ce que tu dis. Et pour finir, quel était, Magali, ton rêve de petite fille? Alors, mon rêve de petite fille, je pense que j'ai toujours voulu beaucoup, beaucoup, beaucoup voyager, mais comme j'ai été beaucoup dans la peur, ben voilà, peut-être que c'est vraiment en ayant la maturité finalement et en grandissant que ben, que je me suis écoutée et que j'ai laissé cette envie prendre le dessus et que je suis passée à l'action. Et après, sinon, ben finalement, moi, j'ai vraiment eu une enfance dans le sport, dans le basket. Et donc, oui, j'aurais bien aimé, je pense, hein, à l'époque, c'était ce dont je rêvais, hein, pouvoir jouer au basket tous les jours, vivre de ma passion. Euh, voilà, après, c'est vrai que le sport de haut niveau, ça a ses avantages, ses inconvénients. Il faut aussi que le corps suive. Euh, donc voilà, mais oui, j'ai longtemps rêvé de jouer au basket et d'en vivre. Eh bien, en tout cas, j'ai l'impression que tu es en train de réaliser ton rêve. Ce projet professionnel, il concilie deux de tes passions. Donc, bravo pour ça. Je te souhaite beaucoup, beaucoup de succès et j'espère que tu vas accompagner de jolies personnes qui ont de beaux projets et que ça va continuer d'alimenter toute cette inspiration que tu as et tes accompagnements. Donc, bravo pour tout ça, Magali. Et Merci. je te dis à très bientôt. Merci beaucoup, à bientôt. Tu as aimé cet épisode? Alors n'oublie pas de laisser 5 étoiles et un avis sur l'application Apple Podcast. Cela m'aiderait fortement à augmenter la visibilité du podcast et à le faire connaître. Tu peux aussi nous suivre sur Instagram et rejoindre le groupe d'entraide à la réalisation de projets sur Facebook qui s'intitule « Elles réalisent leurs projets et leurs rêves ».